Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de podcast du comité de réanimation de la SFAR, Société Française d'Anesthésie Réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la SFAR pour aborder des sujets d'actualité en réanimation. Nous recevons aujourd'hui le docteur Enora Hachadé pour parler de développement durable en réanimation. Docteur Hachadé, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Et je me lance tout de suite dans une première question. Pourquoi doit-on s'intéresser au développement durable en réanimation aujourd'hui ? Alors merci beaucoup Inès de m'avoir proposé de venir vous parler de développement durable. On sait aujourd'hui que les activités humaines ont de nombreuses conséquences négatives sur l'environnement, que ce soit sur la qualité de l'eau, de l'air, des aliments par exemple. Un rapport de l'OMS publié en 2018 démontrait qu'un décès sur 4 dans le monde serait causé de manière directe ou indirecte par des facteurs environnementaux. Comme nous le savons désormais tous, le réchauffement climatique lié à la production humaine de gaz à effet de serre représente une menace majeure pour la santé de l'être humain. Une revue de la littérature publiée dans le Lancet en 2019 résumait les effets attendus du réchauffement climatique sur la santé humaine. L'exposition à des événements climatiques extrêmes va entraîner des traumatismes et des effets sur la santé mentale. Le stress lié à la chaleur sera responsable de décès. L'altération de la qualité de l'air va entraîner des exacerbations de pathologies respiratoires, des allergies, des pathologies cardiovasculaires. La diminution des ressources en eau, en nourriture, de leur quantité, vont entraîner de la malnutrition et des infections type choléra. Une augmentation des maladies vectorielles comme le chikungunya ou le paludisme sont également attendues. Enfin, des conflits violents et des migrations forcées auront des effets sur la santé physique et mentale. Le réchauffement climatique affecte déjà la santé humaine. Ces effets vont entraîner une augmentation de la pression sur les systèmes de santé, qui participent activement à la production de gaz à effet de serre, augmenter leurs besoins en ressources matérielles et énergétiques, et donc augmenter leurs effets sur l'environnement et sur la santé humaine. C'est un cercle vicieux. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le développement durable ? Alors oui, le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Cette définition est importante puisqu'elle implique pour nous, médecins, de ne jamais faire passer une décision environnementale devant le bénéfice clinique et le risque pour le patient. Oui, tout l'enjeu est là en effet. Est-ce que vous pouvez détailler, nous expliquer un petit peu l'impact environnemental de nos systèmes de santé ? Alors oui, il est au moins en partie connu grâce au rapport 2021 du Shift Project qui a été actualisé en 2023 et donc qui a décrit les émissions de gaz à effet de serre du système de santé français et leur répartition. Donc le système de santé français représente 2,6 millions d'emplois, soit 10% de la population active, et il serait responsable de l'émission chaque année de 49 millions de tonnes d'équivalent CO2, ce qui représente 8,1% du total des émissions nationales. C'est 4 fois plus, par exemple, que le secteur de l'aviation. La plupart de ces émissions sont indirectes et 50% d'entre elles sont représentées par les achats de dispositifs médicaux et de médicaments. Attention, il ne faut pas limiter l'impact environnemental du système de santé aux émissions de gaz à effet de serre. Il va bien au-delà, il faut penser notamment à la consommation de ressources, d'eau, à la déforestation, etc. Et concernant notre activité de soins critiques plus spécifiquement, quel est son impact environnemental ? Alors, pour les soins critiques, il y a assez peu d'études qui analysent l'impact environnemental des activités de soins critiques. En anesthésie-réanimation, la plupart des publications récentes s'intéressent à l'impact environnemental de l'anesthésie au bloc opératoire. Il existe quand même quelques données portant spécifiquement sur la réanimation, donc notamment une étude de Prasad publiée en 2022 dans l'International Journal of Life Cycle Assessment, qui a démontré que les soins intensifs d'un hôpital américain généraient 3 fois plus de gaz à effet de serre que les soins conventionnels. Une autre étude de Forbes McGain publiée en 2018 dans Critical Care Resuscitation a évalué l'empreinte carbone de 20 patients traités pour choc septique dans 2 réanimations, une américaine et une australienne. Cette étude démontrait que l'empreinte carbone quotidienne d'un patient traité pour un choc septique était équivalente à 3,5 fois celle d'un américain, 1,5 fois celle d'un australien. Attention, il faut noter que les données qui concernent les émissions de gaz à effet de serre sont largement influencées par le mode de production énergétique du pays concerné, donc que ce soit le nucléaire, les centrales à charbon, etc. Et donc, ces données ne sont pas généralisables, notamment à la France.
Donc, dans les pays où le mix énergétique est fortement carboné, donc notamment en Australie, les actions les plus utiles vont être de diminuer la consommation énergétique. En France, où l'électricité est faiblement carbonée, les actions les plus rentables vont concerner l'achat des dispositifs médicaux et des produits pharmaceutiques. Comme on le disait tout à l'heure, les émissions de gaz à effet de serre ne peuvent pas résumer à elles seules l'impact environnemental des activités de réanimation. La pollution de l'eau, de l'air, du sol, l'utilisation des ressources sont également à prendre en compte. On a aussi quelques données à ce propos. Donc, par exemple, très récemment, dans Intensive Care Medicine, Nicole Hunfeld décrivait que chaque patient de réanimation consommait par jour 300 litres d'eau et 4 mètres carrés de terre agricole. Cette étude retrouvait que les 5 dispositifs médicaux ayant le plus fort impact environnemental étaient donc les blouses d'isolement, les draps, les gants non stériles, les masques chirurgicaux et les seringues. On a quelques données également portant sur l'épuration extra-rénale, notamment par des papiers en provenance d'équipes de néphrologie. Une session de 4 heures de dialyse conventionnelle va utiliser 500 litres d'eau d'après une étude de Connor en 2010, produire 2,5 kg de déchets dont 38% de plastique, une étude de 2005 de Enish. 72 heures d'épuration extra-rénale continue vont générer 150 à 200 kg d'équivalent CO2. En ce qui concerne les examens complémentaires, on a aussi quelques données. Donc, par exemple, la réalisation d'un bilan de coagulation va émettre, par exemple, 82 grammes d'équivalent CO2. Ce sont des émissions qui peuvent paraître petites, mais qui sont à mettre en balance avec la réalisation de ces tests chaque année par million. En ce qui concerne le gaspillage médicamenteux, maintenant, il est probablement très important. On a quelques données également. Une étude de Federico Barbariol dans Anesthesia Analgesia en 2021 qui a étudié le gaspillage médicamenteux dans des blocs opératoires et des unités de réanimation d'un système de santé régional italien. Ces résultats étaient assez impressionnants puisqu'ils démontraient que 38% des seringues préparées étaient en fait jetées, ce qui représente un surcoût annuel de 78 000 euros par an. On a une étude française multicentrique, Game Over, qui est sponsorisée par la SFAR, qui porte spécifiquement sur le gaspillage médicamenteux dans les réanimations françaises. Et donc on espère que les résultats seront rapidement publiés pour nous éclairer sur cette question. Merci beaucoup de tous ces détails et toutes ces données très intéressantes. Maintenant, de manière plus pratique et pragmatique peut-être, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour diminuer l'impact environnemental de nos activités de soins critiques ? Alors, toute stratégie de réduction de l'impact environnemental va reposer sur la stratégie des 10 R, qui est donc valable dans toutes les sous-parties, on va dire, du développement durable. Donc il faut refuser, repenser, réduire, réutiliser, réparer, remettre à neuf, refabriquer, réemployer, recycler et récupérer. Il faut bien penser à l'ordre d'application de ces 10 R, puisque refuser va être l'action la plus efficace, alors que récupérer va être la stratégie la moins rentable. Donc pour commencer dans une unité de soins intensifs, il faut promouvoir la durabilité en formant des personnels intéressés et en créant des Green Teams dont l'implication va permettre la réussite des projets développés localement et surtout leur pérennisation. Certaines mesures générales sont à prendre, qui ne concernent pas spécifiquement les unités de réanimation. Premièrement, donc, des mesures bien sûr de sobriété énergétique, notamment donc, en éteignant les moyens de surveillance et les équipements informatiques inutilisés, en maintenant une température des locaux de 19 degrés l'hiver et de 26 degrés l'été, en généralisant les ampoules à LED et les détecteurs de présence dans les réserves, dans les couloirs, en promouvant l'utilisation par exemple des escaliers plutôt que des ascenseurs pour le déplacement des personnels. Il faut également mettre en œuvre des stratégies de réduction de la consommation des ressources en eau en mettant en place des compteurs divisionnaires et des solutions hydroéconomes. Il faut lutter contre le gaspillage alimentaire, valoriser les biodéchets des patients et des soignants. Par exemple, une étude réalisée sur 3 jours au centre hospitalier de Perpignan avait montré que plus de 30% des denrées alimentaires destinées aux patients étaient en fait jetées. Il faut donc instaurer un plan de mobilité verte pour les soignants, donc avec du prêt de vélo, de la maintenance, des applications de covoiturage, des forfaits de mobilité durable. Et ce plan de mobilité verte peut être étendu bien sûr aux visiteurs et aux prestataires. Donc voilà pour les mesures un peu générales. Pour ce qui est des mesures spécifiques aux structures de soins et donc à la réanimation,
Donc on peut optimiser la gestion des déchets. Une gestion éco-responsable des déchets, ça consiste en premier lieu à limiter leur production, puisque le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, bien sûr. Donc il faut faire la promotion du réutilisable, diminuer les emballages, avoir recours plutôt à des custom packs, c'est-à-dire des kits personnalisés qui contiennent le strict nécessaire pour réaliser les soins. Il faut donc optimiser le tri des déchets en séparant de manière appropriée les dasseries des DAOM, ce qui permet une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre, comme ça a été montré par l'équipe du CHU de Toulouse dans Anesthésiologie en 2022. Une attention particulière doit être portée sur les résidus médicamenteux qu'il ne faut jamais jeter dans les eaux usées. Ils doivent être incinérés ou rejoindre la filière de déchets issus du médicament. Enfin, il faut bien sûr réfléchir à la valorisation des déchets triés. Les papiers, plastiques, métal et verre doivent être orientés dans des filières dédiées, comme le prévoit la loi. Par ailleurs, il existe des alternatives éco-responsables au biocide utilisées pour le nettoyage des locaux, notamment le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, le nettoyage à la vapeur. La production et l'utilisation de médicaments génèrent 29% des gaz à effet de serre de la santé, selon le rapport du Shift Project. Il faut donc mener une réflexion sur le juste soin, c'est-à-dire prescrire la molécule adaptée, à la dose adaptée, pour une durée adaptée, afin de réduire les prescriptions inutiles et le gaspillage médicamenteux. La préparation des médicaments juste avant le soin permet de réduire le gaspillage. Pour les médicaments d'urgence, l'utilisation des seringues pré-remplies semble un compromis intéressant, assurant à la fois la sécurité des patients et diminuant l'impact environnemental et le coût économique. Une gestion rationnelle, voire automatisée des commandes et des stocks permet de limiter le gaspillage de médicaments et de dispositifs médicaux non utilisés. En ce qui concerne maintenant les dispositifs médicaux, il existe de nombreuses études qui démontrent un impact environnemental inférieur des dispositifs médicaux réutilisables par rapport à l'usage unique. Il faut donc privilégier le matériel réutilisable par rapport à l'usage unique. De manière générale, il faut privilégier le juste soin pour le patient, en personnalisant le réglage des alarmes, en privilégiant l'éclairage par la lumière naturelle, qui représente un bénéfice environnemental, mais aussi pour le confort des patients et des soignants. Les demandes d'examen diagnostic ne doivent jamais être systématiques, mais réalisées uniquement si besoin. La sédation doit être allégée chaque jour, l'antibiothérapie désescaladée, la prophylaxie de l'ulcère de stress ne doit être administrée qu'en cas de facteur de risque. Un seuil transfusionnel bas doit être respecté selon les recommandations de la HAS. Les dispositifs invasifs ne doivent être mis en place que si un bénéfice est attendu pour le patient. Les recours à l'épuration extra-rénale doivent être réévalués quotidiennement. Il est probable, bien qu'on manque de données, que le recours à la voie entérale soit associé à un impact environnemental inférieur par rapport à la voie parentérale. Il faut donc la privilégier autant que possible. Docteur Achadé, je vous remercie de votre présence et de vos réponses très claires à nos questions sur ce sujet important et sujet d'avenir. Merci à toi Inès de m'avoir donné la parole sur cette thématique qui me tient beaucoup à cœur. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par le développement durable en réanimation, je vous encourage à lire la conférence d'essentiel de la SFAR qui a été rédigée conjointement par les comités développement durable et le comité réanimation et qui sera disponible très prochainement. Je n'ai pas encore de date à vous donner, mais on espère très prochainement. Merci à tous. Merci à toutes et tous de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles interviews.